La Suisse est un pays passionnant. C'est un pays avec un territoire assez complexe, beaucoup de relief, aucun accès à la mer, beaucoup de lacs. Sa population est inégalement répartie et en même temps, elle doit à la fois savoir se protéger et à la fois facilement relier ses territoires. Si on recule sur la carte, on voit nettement les Alpes. Ces montagnes forment une frontière très nette entre le monde italien et le reste de l'Europe. La Suisse est située entre ces montagnes et les plaines au nord. Cette zone de plaine est appelée le plateau suisse. On peut aussi l'appeler le Mittelland ou le moyen pays. Encore plus au nord, on trouve le Jura, une autre chaîne de montagnes. Histoire. Pour comprendre la Suisse, regardons rapidement son histoire. La Suisse est une fédération depuis 1848. Son nom officiel est Confédération suisse, l'expression Confédération helvétique n'étant plus utilisée. Attention, bien que le nom officiel soit Confédération, la Suisse est bien une fédération et non une confédération. Une confédération, c'est lorsque plusieurs pays décident de faire une alliance tout en restant indépendants les uns des autres. La confédération des trois cantons voit le jour au XIIIe siècle. La confédération s'agrandit pour devenir la confédération des 8 cantons, puis la confédération des 13 cantons, puis la confédération des 19 cantons, et enfin la confédération des 22 cantons. En 1848, la confédération disparaît pour laisser place à un pays unique. La Suisse devient une fédération, et les cantons, au lieu d'être des États indépendants, ne sont plus que des États fédérés. En Suisse, vous le savez peut-être, mais il y a 3 langues officielles à l'échelle fédérale et une langue nationale. Les 3 langues fédérales sont l'allemand, le français et l'italien, puis vient le romanche, une langue romane. La principale langue est l'allemand, la plupart des cantons sont dans l'aire linguistique alémanique. La présence de territoires francophones est simple. Ces territoires étaient déjà de langue franco-provençale avant d'être suisses. Une partie a été conquise par certains cantons de langue alémanique, comme par exemple Lausanne par Berne. Les autres sont des territoires qui ont maintenu leur indépendance de la France et se sont alliés à la Suisse avec le temps, comme par exemple Genève qui est devenue calviniste. Le sud italophone a été conquis entre le XVe siècle et le XVIe siècle, surtout par le canton d'Uri. Langue. Je pense qu'il est tout de même important de faire un tour de l'aperçu linguistique suisse. La Suisse est donc une fédération composée de 26 cantons. Chaque canton a sa langue officielle. 17 cantons ont l'allemand comme unique langue officielle, 4 cantons ont le français comme unique langue officielle, et un seul canton a l'italien comme unique langue officielle. Les 4 cantons restants sont multilingues. 3 d'entre eux sont des cantons bilingues allemand-français. Ces cantons sont divisés en arrondissements ou en districts. Il y a des langues officielles pour chaque entité, mais parfois il y a des arrondissements qui sont bilingues. Par exemple, le canton de Berne est bilingue, mais en réalité c'est parce qu'il y a un seul arrondissement qui a le français comme unique langue officielle, et un qui est bilingue allemand-français, le reste étant exclusivement allemand. L'arrondissement de Bienne est officiellement bilingue, car on y trouve 2 communes officiellement bilingues, les autres étant exclusivement germanophones. Et dans les 2 communes bilingues français-allemand, c'est l'allemand qui domine largement. Dans le canton des Grisons, c'est plus complexe, car il y a 3 langues officielles. L'italien, l'unique langue officielle dans 2 régions. Pour le reste, c'est soit l'allemand, qui est l'unique langue officielle, soit des zones bilingues allemand-romanche, mais le romanche n'est jamais seul. Il existe des communes unilingues romanches, mais l'allemand y est toujours parlé. Avec ce multilinguisme, on peut se poser cette question. Existe-t-il une véritable identité suisse ? Il n'y a pas de réponse officielle, mais la langue est souvent vecteur de division ou d'unité. Regardons d'un point de vue politique. Les francophones et les germanophones votent très différemment. Les francophones votent plutôt progressistes, les germanophones sont plutôt conservateurs. Les médias ont une très grande influence sur les mentalités et sur l'appartenance nationale. Regardons la télévision suisse par exemple. Dans ce pays, il existe 4 instituts publics, un pour chaque langue. Celui allemand dispose de 3 chaînes de télévision, ceux français et italiens en ont 2 chacun. L'Institut romanche n'a pas de chaîne télévisée, mais juste quelques programmes. Du côté germanophone, on trouve plusieurs chaînes télévisées privées suisses, mais aussi des chaînes internationales adaptées à la Suisse. À cela s'ajoutent des chaînes allemandes diffusées en Suisse. Du côté français, l'offre est moins vaste. Ce sont surtout des chaînes originaires de France qui sont diffusées en Suisse francophone. Pareil pour la Suisse italienne et l'influence de la télévision venant directement d'Italie. Dans tous les cas, les chaînes publiques suisses restent en tête d'audience partout en Suisse. Réseau. La plupart des grandes villes suisses sont situées dans le plateau suisse. Ce plateau compte les 2/3 de la population du pays. Zurich est la plus grande ville du pays. La ville intramuros compte 400 000 habitants. Mais son agglomération est bien plus étendue entre le lac et vers le nord. Bien que ce soit le plateau suisse, on trouve tout de même du relief. La ville de Zurich est entourée de petites montagnes, mais un véritable continuum urbain tout autour du lac et qui va bien au-delà de son canton. On peut dire que son agglomération compte un peu plus d'1 million d'habitants.
La deuxième ville du pays est Genève, dont le canton est pratiquement entièrement urbanisé et compte 500 000 habitants. Mais l'agglomération de la ville va au-delà des frontières. L'agglomération, qui est étalée en France, compte environ 900 000 habitants. La troisième ville est située en dehors du plateau suisse. C'est Bâle. Là encore, l'agglomération s'étale à l'étranger, en France et en Allemagne. Elle compte environ 700 000 habitants. La quatrième ville est Lausanne, dont l'agglomération compte un peu plus de 400 000 habitants. Et la cinquième ville est Berne, dont l'agglomération est légèrement plus petite. Ce sont donc les 5 plus grandes villes de Suisse. 2 sont francophones, les 3 autres sont germanophones. La Suisse est un pays multicéphale. Il n'y a pas une seule ville qui domine, mais il y en a plusieurs. Zurich est la capitale économique, elle est considérée comme une ville alpha de classe internationale. Genève est la métropole francophone de la Suisse, elle est considérée comme un centre mondial, la ville accueille de nombreux organismes internationaux, plus que n'importe quelle ville du monde, c'est une ville de classe mondiale. Bâle est considérée comme une ville historique, capitale culturelle et accueille de nombreux organismes internationaux aussi. Lausanne, quant à elle, est spécialisée dans les organismes internationaux sportifs. C'est aussi la capitale judiciaire de la Suisse. Berne, quant à elle, est la capitale politique du pays, 5e agglomération du pays. Tout ça est assez incroyable pour un petit pays de 8 millions d'habitants. Mais depuis 1815, la Suisse a décidé d'être un pays neutre, et cette neutralité lui a permis d'être au centre de nombreuses négociations diplomatiques. Regardons les axes de communication. La principale autoroute est l'autoroute A1, qui part de Genève et qui va jusqu'à Saint-Gall, cette ville étant la 7e agglomération du pays. L'autoroute passe par 4 des 5 grandes métropoles. L'autoroute A2 part de Bâle et va à Lucerne puis à Lugano, qui sont respectivement les 6e et 8e agglomérations du pays. L'agglomération de Lucerne compte 200 000 habitants. Lugano étant la principale ville italophone avec 60 000 à 70 000 habitants, Lugano est située de l'autre côté des Alpes, du côté italien, là où on parle italien. L'autoroute emprunte le tunnel routier du Saint-Gothard, ouvert en 1980. C'était à l'époque le plus long tunnel routier du monde. Les Alpes restent un défi pour la Suisse. Pour relier les différents lieux d'habitation, on trouve quelques autoroutes dans les vallées des Alpes, par exemple l'autoroute A9 dans le Valais. La ville de Sion est incrustée dans la vallée, cette dernière est longée par l'autoroute. Cette autoroute doit aller jusqu'à Brick, mais n'est pas encore terminée. Les travaux sont en attente depuis des décennies, l'objectif étant que la zone francophone et la zone germanophone soient reliées. Le principal aéroport du pays est celui de Zurich avec 30 millions de passagers, puis celui de Genève avec 17 millions et Bâle avec 9 millions. Mais celui de Bâle est situé en France. À part ça, il n'y a que des petits aéroports. Les 2 grands aéroports sont surtout tournés vers l'international. La route Zurich-Genève est assez secondaire. Swissair est basé à Bâle, mais est principalement actif à Zurich. Genève est surtout une plateforme pour les vols à bas coût, notamment EasyJet. Au niveau du train, la Suisse est très bien reliée et suit les 2 grands axes. La Suisse est un des pays qui mise le plus sur le transport de fret par train. Le réseau ferroviaire est très développé et tend d'être une base de transfert entre l'Allemagne et l'Italie. L'Italie du Nord, par exemple, est dépendante de marchandises qui sont amenées dans les ports de la mer du Nord. Ces marchandises transitent par train en Suisse. La Suisse est spécialisée dans le ferroutage, le transport mixte entre train et route. La Suisse a su dominer ses montagnes. On trouve de grands ouvrages d'art ferroviaire, comme le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, ouvert en 1881, et le tunnel du Simplon, ouvert en 1921. Et encore aujourd'hui, de nouveaux tunnels sont construits. En 2016, le tunnel de base du Saint-Gothard a été construit pour doubler le Saint-Gothard. C'est le tunnel ferroviaire le plus long du monde, avec 57 km. Ces nouveaux tunnels font partie d'un projet européen de traversée des Alpes. À ce réseau ferroviaire national s'ajoutent des lignes régionales et des lignes urbaines. Une des priorités de la Suisse est le développement des cadences de wagons de voyageurs. Les différents réseaux régionaux sont autour de Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Berne, Bâle, en Suisse alémanique. Ces réseaux sont connectés entre eux. Du côté roman, il y a un petit réseau autour de Lausanne, et du côté italien, il y a un réseau dans le Tessin. À partir des années 2000, de petits réseaux régionaux ont vu le jour autour de villes plus petites. Par exemple, même Fribourg a son réseau express régional. En 2018 a été mis en place le Léman Express pour desservir la région de Genève, en Suisse et en France. Le réseau routier de Genève ne pouvait plus contenir tout le trafic automobile. À cela s'ajoutent des tramways. Zurich, Berne, Bâle et Genève ont chacune un tramway. Le réseau le plus important est celui de Zurich. Lausanne a un métro léger en partie souterrain depuis 1991. Économie. La Suisse est protégée par ses montagnes. Elle dispose d'une économie transfrontalière très intéressante. De nombreux étrangers vivant à proximité de la Suisse partent travailler dans ce pays pour bénéficier de meilleurs salaires, tout en restant dans leur pays pour éviter le coût de la vie trop élevé. En ce qui concerne par exemple l'agglomération urbaine du Doubs, cette zone française voit un tiers de sa population active travailler en Suisse. En plus c'est pratique car la langue reste la même,
le français. Par exemple, ici on trouve la petite commune de Villiers-le-Lac, une petite commune de 5000 habitants située en France. De l'autre côté de la frontière, en Suisse, on trouve le Locle et la Chaux-de-Fonds, deux grosses communes suisses. Ensemble, elles forment 45 000 habitants. Cependant, plus de la moitié des actifs de la commune française travaillent dans les deux communes suisses. J'avais déjà parlé de la Chaux-de-Fonds dans la vidéo sur les villes en damier. C'est une ville célèbre pour son architecture horlogère. C'est d'ailleurs une ville typique de l'industrie horlogère qui s'est développée dans le Jura suisse. Ce qui est assez étonnant, c'est que d'habitude l'industrie se développe dans les grands centres urbains. Mais en Suisse, celle de l'horlogerie s'est développée dans des villages de montagne. Certains sont devenus de petites villes. Cette industrie s'est développée face au manque à gagner de l'agriculture. Du côté italien, on trouve un peu le même scénario. La ville de Domodossola, tout au nord d'une vallée italienne, a beaucoup de travailleurs qui vont en Suisse. C'est aussi une plateforme ferroviaire pour le fret. L'Italie possède une enclave en Suisse, Campione d'Italia, une petite ville dépendante de son casino. Le bâtiment est gigantesque à côté du petit village, un habitant sur 4 est suisse. L'Allemagne possède une enclave aussi, Büsingen am Orscholsheim. Elle est considérée comme la commune allemande avec la population la plus âgée et une bonne partie sont suisses, mais sans être majoritaires. En ce qui concerne l'énergie, la Suisse est un bon élève. La consommation électrique est peu polluante en comparaison à d'autres pays européens. Elle est surtout destinée au transport. Pour le moment, presque 60% de son énergie est d'origine hydroélectrique. Les centrales hydroélectriques sont situées dans les Alpes, au sud du pays. On y trouve de nombreux barrages, dont le barrage de la Grande Distance, construit en 1961, le plus haut barrage poids du monde. La Suisse produit environ 20% d'énergie d'origine nucléaire. Il y a 3 centrales nucléaires actives aujourd'hui, Gösgen, Lepstadt et Besnau. Il se peut que cette énergie soit réduite au fil des années pour laisser place à d'autres énergies vertes. La Suisse a un système de redistribution des richesses. Les cantons les plus riches donnent de l'argent aux cantons les plus pauvres. On parle de péréquation financière. Zurich et Genève sont les cantons qui donnent le plus d'argent. Ils sont très peuplés et sont riches. Il est cependant difficile de désigner où se trouvent les cantons les plus pauvres. Le canton d'Uri est considéré comme celui ayant le PIB par habitant le plus bas, mais son niveau de vie reste élevé. Au contraire, Genève a un gros PIB par habitant, mais la vie y est tellement chère qu'on y vit moins bien. Conclusion. Pour le moment, la Suisse est un pays qui domine bien son territoire. Elle se protège bien grâce aux montagnes, elle a su dominer ses lacs et ses cours d'eau, et grâce à un très bon réseau de transport, les régions sont de moins en moins isolées. La Suisse reste un pays fédéral, mais la crise du Covid a remis en question ce système où chaque entité a trop d'indépendance. Sur le long terme, avec les différentes crises, notamment énergétiques, il est probable que les cantons s'alignent de plus en plus politiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et à la prochaine.